Quoi qu'il en soit, est-ce que Wagner pourrait être une solution crédible contre le terrorisme au Mali? Le terrorisme dans notre pays a des aspects insurrectionnels et a des racines aussi bien sociales, religieuses, économiques, souvent politiques et sécuritaires. La réponse sécuritaire seule n'arrivera jamais à bout du terrorisme, ni au Mali, ni ailleurs. Donc Wagner n'est pas une réponse? La réponse sécuritaire n'est pas une réponse suffisante. Je dis, et vous l'avez dit tout à l'heure, nos autorités ne reconnaissent pas la présence de Wagner. Donc je pense qu'il faut que nous restions sur cette ligne jusqu'à preuve du contraire. Mais la réponse armée, avec un partenariat ou pas, même seule l'armée malienne, la réponse armée seule ne suffit pas. Moi, je l'ai écrit plusieurs fois et je l'ai démontré. Il faut que nous ayons une réponse multidimensionnelle, multifonctionnelle et qui convoque beaucoup de ressources de notre pays, aussi bien sur le plan religieux, le plan social, nos traditions, nos cultures, les relations entre nos communautés, pour donner, je dirais, des espoirs de sortie de crise en matière de lutte contre le terrorisme. Encore une question d'actualité sur le Mali. L'autre question politique importante, c'est la question du Nord. On sait ces derniers temps que les relations se dégradent entre les mouvements de l'Azawad et les anciens, entre la CMA, les anciens rebelles Touaregs, qui accusent le gouvernement de ne pas respecter l'accord de paix d'Alger. D'ailleurs, ils sont retirés du comité de suivi. Selon vous, est-ce qu'il y a un risque de reprise de la rébellion Touareg? Il y a un risque avec le départ de la MINUSMA. Vous savez, la MINUSMA occupait un certain nombre de camps et de positions au nord. La MINUSMA va quitter ses positions. Ces positions devraient être normalement rétrocédées aux forces armées et de sécurité. Et il se trouve que sur les mêmes espaces, il y a la présence des groupes signataires de l'accord d'Alger. Donc le face-à-face, sans yeux extérieurs et sans présence extérieure, ça peut aboutir à des confrontations. Évidemment, nous souhaitons que ce face-à-face soit mieux utilisé, que nous allons dans le dialogue direct entre partenaires maliens, entre frères maliens, pour essayer de trouver des solutions par rapport à la mise en œuvre de l'accord et par rapport aux questions de coopération sécuritaire entre les signataires. Dernière question, il y a maintenant un calendrier de la transition. Les élections sont prévues pour février 2024. Vous avez été Premier ministre de votre pays, plus jeune Premier ministre de votre pays. Est-ce que vous avez à nouveau envie de le servir? Est-ce que vous serez peut-être candidat à des échéances politiques à l'élection présidentielle? Il est évident que j'ai toujours envie de servir le pays et je pense que je continuerai à le servir et je chercherai à le servir à différentes positions. La candidature à une élection présidentielle, surtout cette élection présidentielle qui s'annonce, qui va être stratégique pour l'avenir du pays, se construit en collectif et en groupe. Nous sommes en train de travailler au niveau de notre parti avec d'autres acteurs politiques à constituer des plateformes solides pour, une fois le pouvoir conquis, qu'on puisse vraiment rassembler les Maliens. Donc on est en train d'y travailler et ma réponse standard à cette question, c'est si je ne suis pas candidat, c'est ce qui serait étonnant. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali et peut-être candidat à la présidentielle à venir. Merci à vous. Merci. En Afrique du Sud, les démêlés judiciaires de Jacob Zuma, on en parle. L'ancien président a été condamné pour des faits de corruption, vous le savez. Il a été incarcéré ce vendredi avant d'être libéré une heure après. Un retournement de situation. On écoute la correspondance de Gabriel Porométo à Johannesburg. C'est un verdict qui était très attendu. Hier, l'armée était en état d'alerte et des policiers ont été placés en des endroits stratégiques en anticipation de la décision de réincarcérer Jacob Zuma. Il faut se rappeler que son précédent emprisonnement, en juillet 2021, avait entraîné des émeutes faisant plus de 350 morts. L'annonce est finalement tombée à 6 h du matin. La loi doit s'imposer. Elle s'est donc imposée dans le cas de l'ancien président Zuma. Le commissaire national a pris une décision et nous n'avons pas interféré avec cette décision. Mais une heure après, rebondissement. Il est libéré. Cyril Ramaphosa l'a gracié avec 9000 autres prisonniers sud-africains non dangereux. La raison avancée par le gouvernement, la surpopulation des prisons. Mais le timing interroge les Sud-Africains. L'opposition dénonce une énorme mascarade, tandis que le parti au pouvoir, l'ANC, défend la décision du président. Jacob Zuma, accusé à plusieurs reprises de corruption, est donc à nouveau un homme libre. Pour le moment, car ses ennuis judiciaires sont loin d'être terminés. L'ancien président a d'autres procès en cours, dont celui concernant un cas de corruption avec le groupe français Thales, qui recommencera le 15 août prochain. Allez, on passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par le mercato, très agité avec le départ
éventuelle de Strasbourg de l'international sénégalais Habib Diallo. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Dominique. Le Lion de la Teranga, auteur d'une bonne saison en Alsace, 20 buts marqués en championnat, serait sur le point de déposer ses valises en Arabie Saoudite à Al-Shabaab, club qui a terminé 4e de la Saudi Pro League la saison dernière. Habib Diallo bénéficie d'un bon de sortie de Strasbourg. Son transfert est estimé entre 16 et 18 millions d'euros. Et puis, le portier international marocain Yacine Bonou, toujours sous contrat avec Séville, serait le favori du Real Madrid pour remplacer Thibaut Courtois, qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Hier, la clause libératoire de Yacine Bonou est fixée à 50 millions d'euros et son transfert évalué à 20 millions d'euros. Et puis toujours en football, c'est l'affaire dont tout le monde parle en ce moment au Cameroun. C'est la CAF, la Confédération africaine de football, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des comportements inappropriés de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Effectivement, il y a 2 jours, la CAF, dans un communiqué, affirmait avoir reçu, alors je cite, des demandes écrites de plusieurs parties prenantes du football camerounais pour l'examen et l'enquête de certains comportements inapproprié, vous l'avez dit, de M. Samuel Eto'o, communiqué qui intervient donc dans un contexte très tendu. Le président de la Fédération camerounaise de football fait l'objet de graves accusations. Comment l'instance suprême du football africain va-t-elle examiner ces demandes écrites? Les explications à Yaoundé de notre correspondant Marcel Amoko. La CAF, la Confédération africaine de football, dit qu'elle examine ces demandes conformément à ses statuts et ajoute que bien que ces allégations soient sérieuses à première vue, Samuel Eto'o est présumé innocent jusqu'à ce qu'une instance judiciaire appropriée conclue le contraire. Une démarche surprenante pour certains observateurs lorsqu'on sait que la CAF ne dispose pas en son sein, en ce moment en tout cas, d'une commission pouvant statuer sur ce type d'accusation. Encore plus surprenant, le principal intéressé, Samuel Eto'o, affirme n'avoir reçu aucune notification jusqu'à ce jour. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de l'avocat du président de la Fédération camerounaise de football, maître Elamé Boni Priva, qui, dans un communiqué, fustige une démarche hâtive de la Confédération africaine de football et se réserve le droit d'engager des procédures judiciaires pour dénoncer une communication pernicieuse et toxique. Réaction indignée également de l'ancienne gloire du football camerounais, devenu ambassadeur itinérant, Albert Roger Mila. Ah non, pour moi, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas une Coupe d'Afrique que nous sommes en train de jouer. Nous jouons un championnat national. Hein? Et ils ne peuvent pas venir faire des enquêtes dans le football camerounais. Ils donnent quoi au football camerounais pour venir faire des enquêtes? Rien de tout. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait exagération. On n'a pas besoin des enquêtes ici. Je crois que nous avons fait un bon championnat cette année. Il faut tout simplement continuer à l'améliorer pour l'année prochaine. Il ne faut pas qu'on vienne de déstabiliser le travail qui a déjà été fait. Cette sortie de la Confédération africaine de football intervient après une série d'allégations de certains acteurs du football camerounais sur la gestion du président de la Fédération camerounaise de football, alors que dans l'entourage de Samuel Eto'o, on dénonce une cabale qui vise en fait à occulter les bons résultats engrangés depuis son élection à la tête de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre 2021. Bon, affaire à suivre, hein, affaire comme à on suivre. dit. Allez, on passe au handball avec la Croatie qui accueille en ce moment les championnats du monde des moins de 19 ans. Parmi les équipes présentes, et bien on compte le Burundi, dont plus de la moitié des joueurs ont disparu. Effectivement, 10 handballeurs burundais ont disparu en plein tournoi et restent introuvables pour l'instant malgré les recherches de la police croate. Alors ces athlètes étaient logés dans une cité universitaire et ont quitté mercredi cette cité alors que le lendemain ils allaient disputer un match contre la sélection du Bahreïn. Seuls 3 joueurs sont encore avec le staff. Du coup, l'équipe nationale burundaise a été exclue de la compétition. Merci beaucoup Lise-Laure. Merci. On vous retrouve demain. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous dis à demain.